Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons un très grand invité dans le monde du rock and roll. Voilà, vous pouvez deviner peut-être, le groupe commence par un M. Il a fait énormément de bien pour le rock and roll. Voilà, il s'agit de Motorhead avec Lucas Fox. Voilà, Lucas, bonjour, enchanté. Hey Nico, ça va? Comment vas-tu? Très bien, très bien. Ravi de vous voir. Bah, Et bien entendu, vos lectrices et lecteurs, auditrices, auditeurs. Voilà, Je donc suis Lucas Fox, voilà. fondateur de Motorhead avec Lemmy. Donc on a commencé tous les deux. Et après ça, donc, la suite a pris la suite. Donc voilà. D'accord. Et donc, si mes recherches sont bonnes, vous vous êtes rencontrés dans un pub qui s'appelle le Speak Easy. Ah non, pas un pub, un C'est club. pas un club. C'était le club où il fallait être. Et donc, s'il y a quelque chose que j'ai réussi à faire de bien avec ma vie, une bonne décision, c'était justement de mentir sur mon âge pour devenir membre de ce club à l'âge de 18 ans. Et donc, ça m'a permis de commencer à circuler dans le vrai monde du rock'n'roll, parce que dans ce club, tous les groupes de l'époque y allaient. Hein. Donc, la première version du Speakeasy, il y avait The Who, Jimi Hendrix, Cream, enfin tous les grands groupes de l'époque qui allaient et qui jouaient dans ce petit club. Et donc c'était un club privé, très sympathique, très sympa, où tout le monde se torchait la gueule tous les soirs. Et c'était assez débauche, mais vachement sympa, avec un bon restaurant, des bons sons, un bon bar. Et Keith Moon était un des rois de ce club. Donc on le voyait régulièrement sur les tables avec une bouteille de cognac à la main. D'accord. Et donc, ça a fonctionné, ça a matché tout de suite avec Lemmy. Oui, donc on a été introduit par une copine que je connaissais bien à l'époque, Motorcycle Irene. Et donc elle m'a introduit à Lemmy parce qu'elle l'a côtoyé. Et oui, ça a fonctionné tout de suite entre nous. On avait à peu près les mêmes, déjà le même sens d'humour. Monty Python, mais pas seulement Monty Python. Ah, Monty Python, c'est une référence. The Goon Show, qui précédait Monty Python. Il y avait Ted Ray, il y avait Tommy Cooper. Il y avait toute une série de comiques comme ça. Et tout de suite, on s'est mis à jouer ces blagues-là. Donc, on avait les mêmes références. Moi, j'avais 21 ans et lui, il avait 28 ans à l'époque. Donc, sacré écart. Mais on avait donc le même sens d'humour. Après ça, les mêmes goûts musicaux. Donc, tout de suite, on s'est enchaîné en parlant musique. Les groupes de R&B, Rhythm and Blues de l'époque, mais les groupes britanniques, Rhythm and Blues surtout. Comme les Birds, où il y avait Ronnie Wood dedans, qui est maintenant dans les Stones depuis 1975, depuis cette année d'ailleurs. Et plein d'autres. Donc Yardbirds, bien sûr, avec Jeff Beck, avec Jimmy Page, et j'en passe. Mais après ça aussi, côté Amerloc, avec bien sûr des MC5, Motor City 5 de Detroit, qui vraiment, pour nous, quelque part, représentait un certain idéal d'attitude et de son. Donc on avait déjà sens d'humour, sens de la musique et les goûts. Après ça, il y avait aussi, dans le négatif, son père était vicaire, donc les sermons, donc un homme de l'église. Et mon grand-père aussi, donc tous les deux, on avait subi les mêmes genres de sermons morales, ce qu'il faut faire, faut pas faire, ce qui est les péchés, tout ça. Donc, quelque part, on a subi ça, tous les deux. Tous les deux, on montait à cheval. Lui, il montait à cheval depuis qu'il est môme. Tiens. Et moi aussi. Donc, on avait ça. Ça fait beaucoup d'expériences en commune. Beaucoup. Et après ça aussi, notre attitude envers les femmes, qui était radicalement différent en général de ce qui était le machisme ambiant des groupes de l'époque. Donc on avait tous les deux beaucoup plus de respect.
Donc, on met ça en package. Et la chose probablement la plus importante, j'avais une voiture, j'avais une caisse. Donc, pour lui, c'était intéressant d'avoir un mec avec qui il pouvait traîner. Moi, j'ai jamais eu cette histoire de vouloir dans la vie, il y a des alpha mâles donc, qui sont les grands leaders dans chaque clan. Et moi, j'ai jamais eu la problématique d'être constamment en compétition avec quelqu'un. C'est pas dans mon caractère. Je m'en fiche complètement de ce genre de plan, de compétition constante. Non, c'est pas mon truc. Moi, je suis pas dans les arts, musique, dessin, sculpture, tout ça. Je suis pas dans les arts pour être en compétition comme dans les sports. Pour moi, la musique, c'est pas un sport. La musique, c'est un art. Donc, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ouais. Toutes les personnes qui... régulièrement, quand je sors de scène, les personnes me disent « Oui, alors Lucas, le meilleur batteur du monde, c'est qui ?» Oui. Ça n'entre même pas en ligne de mire avec moi, parce que pour moi, comparer Keith Moon à Ringo, ou à Charlie, ou c'est incomparable. Ou à Easy Combat, heureusement, chacun est différent. Et ça, c'est la beauté des arts, quoi. Idem, compositeur, Beethoven, Hendrix, comment dire que l'un est meilleur, fuck off, non, c'est pas le propos. Exactement. Donc pour moi, on avait aussi ça, aussi un truc assez vieux jeu quelque part, qui était ancré en moi et que je découvre ancré en lui aussi, c'est l'attitude envers les fans et l'attitude envers, quand on est sur scène, pour moi et pour lui, c'était la même chose. On n'est pas là pour montrer ce qu'on sait faire. On n'est pas là pour faire le chien performant. Non, c'est pas ça. C'est pas le propos. Le propos, c'est faire décoller le public qui a eu la gentillesse de dépenser de l'argent pour venir nous voir, pour acheter nos disques, etc. C'est eux qui payent notre salaire, c'est respect. Respect total pour les fans. Et donc, quelque part, on avait toute une liste de choses où très vite on s'est rendu compte qu'on cochait beaucoup de cases ensemble. Et bien entendu, une obsession qui m'est restée, qui était une de ses obsessions toute sa vie, la Seconde Guerre mondiale. Pour beaucoup de bonnes raisons, pour beaucoup de raisons un peu moins évidentes. Ma mère était sur la base qui envoyait les résistants en France. Elle était la commandante de la base en 1943. Donc moi j'avais depuis mon temps d'enfance connaissance de la Gestapo, connaissance de ce que la résistance a subi, ce que les collabos ont fait, etc. Donc déjà tous les deux on avait des obsessions, Seconde Guerre mondiale et l'imagerie, etc. Donc on avait déjà ça tellement en commun, ancré, bien avant qu'il soit viré de Hawkwind. Donc on est en... On est en 1974 là. Ouais. Ce qui fait un point en commun encore en plus. Voilà, mais un grand point en commun parce que ça voudrait dire que à n'importe quel moment on tombait dans des discussions sur la bataille de Kursk, la plus grande bataille de chars que le monde a jamais vue, ou l'invasion, le jour le plus long, les divisions élites côté allemand, les divisions élites côté britannique, etc. Enfin, moi je suis fasciné par les personnes. J'ai été toujours fasciné par les personnes. Et donc, pour moi, l'histoire, c'est pas des dates et des trucs figés, c'est des personnes qui sont plus ou moins sensibles, qui sont plus ou moins cons, qui ont fait des conneries plus ou moins bonnes. Et tout ça, c'est... quelque part, j'ai jamais été fan, et je pense que lui non plus. Il a été fan des Beatles éventuellement. Mais à part ça, fanatique. Moi, je suis toujours dans l'histoire que je regarde les personnes dans les yeux. Je ne regarde pas l'uniforme. Je regarde la personne et je cherche la personne. Je suis intéressé par les personnes. En bloc, l'humanité, un peu moins. On peut être vraiment con comme la race humaine. Il n'y en a qu'une, hein, race humaine. Et il n'y a pas plusieurs races humaines non plus. Nous sommes tous roses à l'intérieur. Hein. Donc, n'importe la couleur extérieure, on est tous grosso modo les mêmes choses.
Et grosso modo, tout le monde veut la même chose pour leur enfant dans le monde entier, qu'ils soient communistes ou fascistes, etc. Mais par contre, je suis antifasciste à mort. Donc il y a plein de choses comme ça qui nous ont liés dès le début. Et donc on a commencé à traîner ensemble. Et donc chaque fois qu'il n'était pas en tournée ou pas en studio, et quand moi j'étais pas en tournée, parce que je jouais déjà depuis l'âge de 9 ans. Donc j'ai commencé la batterie à l'âge de 9 ans. J'étais obsédé par la batterie très très tôt. Et donc j'ai commencé à laver des voitures pour acheter mes premières batteries. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque. Et donc j'ai commencé à laver des voitures dans la rue, porte à porte. Est-ce que je peux laver votre voiture? J'ai besoin d'acheter une batterie. Voilà. Donc c'est parti comme ça. Chin chin. Hein. Chin chin, oui. Tu veux que je te resserre? Ouais, si tu veux. Allez. Soyons Je fous. suis là, hein, ne quittez pas. Oui. Hein. Bon, pour résumer tout ça, on avait beaucoup de choses en commun. Merci. Et malgré la différence d'âge, on avait une manière de traîner ensemble qui fonctionnait pour lui. L'ami était un vrai solitaire, un loup solitaire, malgré qu'il aimait bien se mélanger aux gens, bon sens d'humour, tout ça, très intelligent l'ami. Mais grosso modo, il aimait bien être seul. Cheers, en fait. Cheers, man. Allez. Et il aimait bien être seul, donc il lisait beaucoup. Il lisait beaucoup. Il avait toujours un ou deux livres qu'il lisait tout le temps. Il lisait les journaux, il s'intéressait à tout, comme moi. On s'intéressait à l'histoire, mais aussi l'histoire comme elle est en train de passer aussi. Oui, l'instant présent. Malgré qu'on dit, bon, on n'est pas politique et tout ça, ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas ses idées là-dessus. Hein. Tout à fait, oui, j'imagine. Donc, il a évité d'en parler pour quelque part aussi éviter de froisser les gens, etc., et de créer des problèmes entre les gens. Mais ça ne voudrait pas dire qu'il n'avait pas ses propres avis. Hein. Bien sûr. Et donc, c'était un homme du peuple, mais un homme qui savait se mélanger avec n'importe quelle, entre guillemets, classe sociale. Parce que les classes sociales au Royaume-Uni dans les années 60-70 étaient complètement différentes qu'auparavant. Avec la seconde Guerre mondiale, où on a quand même eu 55 nuits d'affilée dans ma ville natale, Londres, ont été bombardées. En moyenne, on perdait entre 500 et 1000 personnes par nuit mortes, plus les blessés. Donc quelque part, je suis né juste après la guerre, lui il est né juste à la fin de la guerre. Et donc on était conscient de ça. On était très conscient de ce qui s'est passé. On était également conscient d'être bassiné constamment avec l'histoire des héros. Les héros britanniques, les héros américains, les héros de tous bords. Et quelque part, en se concentrant sur les héros, on oublie aussi ce qu'ont subi les gens. Et on oublie ce qui s'est passé vraiment. Est-ce que, je donne un exemple, quasiment personne ici en France est conscient que on a perdu dans la marine marchande. Je ne parle pas de la Royal Marine, la Royal Navy, je ne parle pas de côté militaire, je parle de la côté marchande. On a perdu 350 000 hommes. Ok? Qui étaient donc plongés au fond de l'Atlantique, qui venaient ravitailler le Royaume-Uni. Donc 350 000 hommes, quand même. C'est énorme. C'est énorme. Et j'ai un copain, Steve, qui était mon guitariste dans un groupe dans lequel j'étais pendant 6 ans, récemment. Et son père a été coulé par les U-boats, par les sous-marins allemands 3 fois dans l'Atlantique. Il a survécu. Donc tout ça pour dire que c'est pas la guerre glorieuse, c'est pas la guerre, wow, c'est génial, ça m'a jamais touché.
ce qui m'a touché, c'est les histoires des gens qui sont envoyés là-dedans, Qui l'ont vécu, qui l'ont subi. et beaucoup de personnes qui étaient indoctrinées, tellement indoctrinées qu'ils ne pouvaient pas penser autrement. Donc ça aussi, c'est une question de regard. Non, ce que je veux juste, comment dire, en fin de compte, ça va se terminer parce qu'il faut que je refasse quelque chose. Pas de problème. Ok? Pas de problème. Et donc, bref, on avait beaucoup de choses en commun. Donc, finalement, donc, on a traîné ensemble le long d'une bonne partie de l'année 1974. Et après ça, tout d'un coup, donc, il est viré de Hawkwind en essayant de traverser la frontière canadienne redoutable avec des amphétamines dans son slip. Et non, il a été chopé, il a été gaulé. Et donc, Hawkwind l'a viré comme un malpropre. Mais juste, pour être juste, Lemmy n'était pas la personne la plus facile au monde non plus, on s'entendait très bien, mais il était capable d'être un peu difficile aussi. Et lui, il prenait des amphétamines et donc restait debout toute la nuit. Et Hawkwind, c'était pas la même cam. Donc, Oui, c'était de l'herbe. C'était l'herbe et l'acide. Et malgré que Lemmy a pris beaucoup d'acide quand il était Jimi Hendrix. Ouais. Oui. Mais c'était plus sa cam. Et donc, Lemmy restait debout pendant que les autres dormaient. Donc, inévitablement, il y a des personnes qui restent debout plusieurs nuits. Tôt ou tard, ils tombent. Et quand ils tombent, c'est impossible de les réveiller. Donc, ça a créé des problèmes à l'intérieur du groupe. Et régulièrement, donc, on m'appelait, le bureau du management m'appelait en disant... Tu sais où il est, Lemmy? Je dis, bah non, je l'ai laissé à genre 4-5 heures ce matin. Il errait à Portobello, donc où j'habitais. Moi, je suis rentré chez moi dormir un peu parce que moi, j'étais avec lui, donc j'ai fait les 2 nuits blanches aussi. Mais je ne sais pas où il est, où il a atterri. Et donc c'était pas complètement évident pour le groupe non plus. Hein. Donc, voilà, donc il est viré de Hawkwind. Moi, je vais le chercher à l'aéroport de mémoire le 14 mai 75. Et donc, et là, pendant 2 semaines, il est complètement détruit, vraiment. Ce qui est exceptionnel parce que normalement, son sens d'humour tenait, etc. Mais là, il se sentait trahi, il se sentait vraiment, vraiment mal, quoi. Il ne savait pas quoi faire. Et en plus, pour lui... avoir son propre groupe, c'était trop chiant. Trop de responsabilités, trop de trucs à faire. Ça lui a jamais traversé l'esprit vraiment. Et donc, après 2 semaines de ça, encore une fois, on traînait ensemble et quasiment il ne sortait plus. On était chez lui et finalement, j'en pouvais plus parce que moi, je suis un mec qui a pas mal subi dans sa vie. Et donc, il y a un moment où, moi, ça m'énerve, le côté négatif, tu vois. Et donc, je lui ai dit, écoute, si Phil Lynott, ton copain Phil Lynott de Thin Lizzy peut le faire, toi, tu peux le faire aussi. Tu as aussi pas mal de fans derrière toi avec Silver Machine, le grand tube de Hawkwind, on aime y chanter. Pourquoi pas? Moi, je suis un batteur, je fais de la batterie depuis l'âge de 9 ans, j'ai 22 ans maintenant. J'en fais professionnellement depuis 5 ans. Tu es un bassiste, allons-y, essayons quelque chose. Et donc, non, je veux de nouveau être dans Hawkwind, etc. Bon. De l'autre côté, tous les vendredis, il allait chercher son salaire au management. Et de l'autre côté, donc, tous les vendredis, Doug Smith, le manager, essayait de son côté de travailler au corps. Même chose. Maintenant, Lemmy, ça suffit. Hawkwind ne vont jamais te reprendre. Ils en ont eu marre et maintenant, c'est le moment ou jamais de faire ton propre groupe et profiter du fait que tu as la célébrité, etc. Finalement, tout d'un coup, ça devient une très bonne idée pour lui. Et donc, et je me souviens très bien, il m'a donné rendez-vous au pub Henneke's à Portobello. Et donc, et moi j'entre, il est là. Et à travers un nuage de fumée, il me dit We're Motorhead, we're gonna play rock and roll. Et c'est parti. Et après ça, tous les deux, on s'est mis sur l'image. Quelle image on voulait,
tout ce qui était noir nous plaisait. Les histoires des uniformes des SS, etc. Rien à voir avec leur politique, rien à voir avec le racisme, mais l'image nous plaisait. Surtout parce que c'était anti-establishment, donc ça a attaqué l'ordre calme, etc. On voulait faire des chansons super rapides et très courtes, à l'inverse de tout ce qui était le progressive rock de l'époque, avec des personnes qui faisaient genre une chanson de 10 minutes avec 25 minutes de solo de guitare, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça aussi, donc on a travaillé l'image, on a commencé à travailler justement nos influences, MC5, Mitch Ryder, Detroit Wheels, Link Ray, Stooges, Flaming Groovies, tout ça, The Birds. Donc on a travaillé tout ça, et donc on était à la recherche de guitaristes, et donc on a trouvé Larry Wallis, qui est venu donc répéter avec nous. Donc on a commencé là, 3 lignes de speed, et je ne peux pas faire la promotion du tout de l'amphétamine parce que j'ai vu les ravages. Et j'ai jamais rencontré quelqu'un comme l'ami qui pourrait le prendre et pourrait vraiment tenir, quoi. Et tout le monde fait le défi. Ouais, je suis assez fort. Ouais. Et après ça, ils perdent 16 dents et ils se rendent pas compte qu'ils ont perdu leur copine. Ils ne sont plus bien avec qui que ce soit. Ils sont parano. Ils deviennent. Ouais. L'ami était exceptionnel, comme Keith Richards est exceptionnel. Hein. Mais sincèrement, je ne peux pas dire à qui que ce soit. C'est ce qu'il faut faire parce que, sincèrement, j'ai vu les ravages et la plupart des personnes meurent beaucoup plus jeunes. Et on a beau dire, oui, j'ai pas envie de vivre longtemps. Jusqu'au moment où on a l'âge où on commence à dire, bah, putain, c'est pas si vite. C'est quand même bien de vivre un peu plus parce que je suis bien là. Donc il y a ça aussi. Après ça, donc, la tournée a été organisée, donc on a fait 18 dates ensemble, donc à travers l'Angleterre. Et nuit après nuit, petit à petit, de plus en plus de fans portaient les mêmes ceintures en douille, le cuir noir qui n'était pas à la mode à l'époque, des jeans noirs, etc. Tout d'un coup, ils avaient des lunettes de soleil miroirs comme nous. Tout d'un coup, l'image avait commencé à reprendre. Des bottes de cowboy aussi, qui n'étaient pas du tout à la mode à l'époque. Après ça, donc, on a fait la tournée et on est entré en studio à Rockfield pour enregistrer le fameux On Parole. Et là, les amphétamines étaient beaucoup plus fortes. Quelqu'un nous a filé des amphétamines dithyrambiques. Donc, on a enregistré ensemble. Le son était magnifique. Sous speed, enregistré sous speed. Oui, absolument. Sous speed et alcool. Et donc, le son était absolument magnifique, le son de Dave Edmunds. Et grosso modo, on a enregistré très bien. Mais moi, à l'inverse, il y a 2 bootlegs qu'il faut écouter. Le premier Roundhouse bootleg, et donc le live, et le live de Hammersmith Odeon. Et quand vous écoutez ça, vous avez une idée de ce que c'était ce Motorhead Mark I, qui était un pont entre quelque part le rock progressif et le punk et le metal, et le métal. Donc, les trois mélangés, quoi. Mélangé, oui, aussi un pont littéralement, oui. un pont créatif, de vouloir faire quelque chose de différent. Et il n'y avait rien qui sonnait comme Motorhead à l'époque, même qui sonnait comme Motorhead version 1. Hein. Il n'y avait rien qui sonnait comme ça. Donc, les fans de Hawkwind et de Pink Fairies étaient complètement choqués par ce qu'on a fait avec certaines des chansons qui étaient de Hawkwind ou de Pink Fairies. On les jouait beaucoup plus fort, beaucoup plus rapidement, et à un volume Mac 3, quoi. Donc voilà, donc juste tout ça pour dire que après ça, donc Filthy, Lemmy a voulu avoir beaucoup plus de tomes, comme j'ai joué dans le live, comme j'ai joué dans les 18 dates, et quand on était à Rockfield, moi j'ai joué plutôt droit pour avoir vraiment des bons enregistrements. Dans ma tête, j'allais faire des des re-enregistrements pour faire les tomes et tout ça. Et j'ai pas eu la chance, et voilà. Moi j'étais assez atteint par les amphétamines, et le reste devient histoire. Donc, est-ce que je regrette? Non. J'ai amené ma pierre à l'édifice. Ce qu'on m'a dit quand j'ai vu Lemmy la dernière fois, le 18 novembre 2014, on m'avait dit que
sans toi, Lucas, il n'y aurait pas eu Motorhead, parce que si tu n'aurais pas été là pour Lemmy en 75, c'est quasiment certain qu'il aurait rejoint un autre groupe. Et donc, voilà. Et j'étais un bon pote pour lui, on était très très proches ensemble. Et quand on a passé 2 heures et demie ensemble la dernière fois, c'était exactement comme c'était au tout début. Après Motorhead, chaque groupe dans lequel j'étais, Warsaw Pact, Untouchables, tous ces groupes-là, tout d'un coup, qui est dans le public? Lemmy. Donc on se voyait pour boire une bière après, etc. Donc tout le long après, dans les groupes après, entre 75 et 85, on a fait le fameux 10e anniversaire, on se voyait régulièrement, ponctuellement, quand ils venaient voir les concerts que je faisais. Donc, voilà. Donc, merci pour cette interview. Je t'en prie. Ça m'a fait vraiment plaisir. Moi aussi, Take Lucas. care, keep Ok. rocking, stay Yeah. safe. Yeah. Et Ok. keep rocking. Ok. 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 Et merci beaucoup en tout cas. Merci à Je t'en toi prie. et à ta gentillesse. Je t'en Voilà. prie. Au revoir. Au revoir. À plus tard. Ciao, man. Ciao.